Je sais que vous m'attendez sur l'espace, mais l'espace qui m'intéresse en ce moment, c'est plutôt celui qui est sur Terre. On va parler aujourd'hui de Los Angeles. On va parler aujourd'hui de la situation aux États-Unis, qui, comme on l'a vu la semaine dernière tous ensemble sur Twitch, est particulièrement inquiétante. Alors c'est une actualité qui est un petit peu particulière puisque on en a parlé pendant quelques jours dans les médias français avant de d'être un peu parasité par d'autres actualités puisque beaucoup de choses se bousculent dans l'actualité française et internationale, que ce soit l'attaque d'Israël sur l'Iran, que ce soit la flottille à Gaza, que ce soit Gaza elle-même, ou encore d'autres considérations autour de Trump, notamment les tarifs, le crash de l'Air India par exemple. Donc on a une actualité extrêmement chargée et forcément, ce qui s'est passé à Los Angeles n'a pas été forcément couvert d'une façon extensive par les médias français et pourtant, c'est d'une importance absolument cruciale. Alors, de quoi on va parler? Bien sûr, on va parler de ce qu'on a suivi cette semaine, mais aussi on va revenir un peu avant pour recontextualiser toute la situation et pourquoi c'est si important pour nous de le couvrir, sachant que pourtant ça a l'air de se passer à des milliers de kilomètres. En fait, vous me voyez venir, il y a forcément un parallèle avec la France qui va arriver au bout d'un moment. Alors pour bien comprendre ce qui se passe actuellement aux États-Unis, il faut revenir en 2003 quand George Bush Jr. crée l'ICE, qui est donc l'Immigration and Customs Enforcement, une agence fédérale donc qui agit sur tout le territoire américain et qui n'est pas ce qu'on pourrait appeler une police aux frontières. La police aux frontières, la Border Patrol aux États-Unis, elle reste à 100 miles, donc environ 160 km autour de la frontière, que ce soit avec le Mexique ou le Canada, alors que l'ICE, eux, peuvent agir sur absolument tout le territoire pour aller, grosso modo, trouver et attraper les personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Alors, forcément, dans l'histoire, on a eu beaucoup d'arrestations et d'expulsions menées par l'ICE, que ce soit sous Obama, sous Bush, sous Biden et plus récemment sous Trump. Mais depuis quelques mois, on constate un gros changement du côté des actions de l'ICE, et ça, c'est évidemment dû à la politique de Donald Trump. Alors, ce qu'on voit arriver depuis janvier 2025, donc depuis la prise de poste de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est bel et bien l'augmentation du budget de la lutte contre l'immigration et évidemment le déploiement en force, le déploiement absolument massif de ces agents de l'ICE sur tout le territoire américain, à commencer par la Californie et plus particulièrement Los Angeles. On vous expliquera pourquoi après. Donc cet article de TF1 vous montre bien qu'on a 20 000 agents dans 400 bureaux des États-Unis et qu'il y a des centres de détention répartis un peu partout sur le territoire américain qui permet donc lors des arrestations de placer les personnes arrêtées dans des centres bien cloisonnés ou même de les envoyer peut-être même plus tard sur des centres à l'extérieur du territoire américain. On pense notamment, évidemment, on l'a tous vu, à Guantanamo et au Salvador. Alors on dit souvent que Obama et Biden sont les personnes qui ont le plus expulsé depuis le début des années 2000. En fait, la différence avec ce qu'on voit là actuellement aux États-Unis déjà, c'est surtout le nombre d'arrestations et pas tellement le nombre d'expulsions. C'est-à-dire que le nombre d'expulsions, on ne les a pas encore puisque ça met du temps entre l'arrestation et l'expulsion et que là, on a une stratégie de l'ICE qui est extrêmement différente de ce qu'on avait avant. Avant, quand un agent de l'ICE allait arrêter un immigré, eh bien, ils avaient son nom, ils avaient un mandat et ils venaient, ils faisaient une sortie pour juste aller chercher cette personne en particulier. Là, la différence, c'est que maintenant, des agents de l'ICE sortent à plusieurs avec des camions et qu'ils vont aller au hasard. Ils vont se balader, ils vont aller par exemple devant des Home Depot, des parkings publics où il peut y avoir par exemple des travailleurs immigrés qui cherchent du travail et qui donc attendent devant les magasins de bricolage. Ils vont aller dans les églises, ils vont aller dans les écoles, ils vont aller dans les hôpitaux, avec pas forcément l'objectif de récupérer quelqu'un en particulier, mais juste de faire cette discrimination au faciès et de chercher des personnes qui seraient susceptibles de ne pas être américaines. Donc là, on a un premier problème global, c'est qu'ils agissent sans mandat, dans des lieux privés, de façon cagoulée et au faciès. Alors forcément, cela mène à des dérives, comme on le voit dans cet article du Los Angeles Times, où on voit clairement que les agents de l'ICE font du profilage racial, c'est-à-dire qu'ils regardent la couleur de la personne, se disent, lui, il n'est pas américain, et l'embarquent, même si la personne a ses papiers sur elle, même si la personne est de nationalité américaine, même si elle est née sur le sol américain, elle se retrouve au minimum menottée et en général arrêtée et envoyée dans un centre de détention. Alors, au vu du nombre de personnes qui se font rafler, parce que c'est le terme technique, ils se font rafler,
et l'ère dans laquelle on vit, où des smartphones sont partout, des caméras sont partout, et Internet et les réseaux sociaux sont là, eh bien évidemment on a une foule de témoignages, d'erreurs, bien sûr, d'arrestations illégales qui sont menées par l'ICE. On a par exemple un Américain qui a été arrêté par l'ICE pour ensuite qu'il se rende compte que c'était un US Marshal, c'est-à-dire un agent chargé de retrouver les fugitifs, donc quelqu'un de parfaitement américain. On a eu l'exemple également d'une personne totalement américaine qui se baladait avec son collègue électricien dans un camion d'électricien. Ils sont arrêtés par l'ICE. Looking for? If you don't get your ID, then we're gonna have to figure out another way to ID you, and it may not work out well for you. L'ICE force la porte, les menottes, avant de vérifier leur identité et de finalement les relâcher. Et bien sûr, on a des citoyens américains qui ont été arrêtés par l'ICE, qui n'ont toujours pas été relâchés et dont on ignore même la localisation actuelle. A horrifying moment for several people in this white car as federal agents rammed the vehicle multiple times before pinning the vehicle in between the agents' vehicles. The feds then scrambling out of a truck and an SUV this morning just before 11 in Boyle Heights. Surveillance cameras from a nearby store capturing it all. Federal agents training their weapons on the car soon after. An agent tosses tear gas canisters near the vehicle. Inside of the car, a male driver, a woman passenger, a toddler, and a baby in the back seat. Witnesses say the feds dragging the male out of the car and taking off, leaving the children screaming and the woman frantic. She was treated by paramedics before being transported to a hospital. This man says agents basically nabbed an American citizen born in the United States. But he was an American citizen, and they're hitting him off the car. And How do you know he was an American citizen? Because I know him. He's family, and that's my niece and nephew. And they were using force and everything, pulling out guns while kids are in the car. Like, that's not right. Like, that's absolutely not right. And then they're throwing flash bombs that could mess up the kid's ear and mess up everybody else's like vision and everything. Witnesses claim federal agents had followed the vehicle for miles, apparently looking to apprehend the male driver. An American citizen, and they dragged him out and supposedly had a warrant for his arrest, but not one showed a warrant. Community activist Vereta Topete says it broke her heart seeing the children screaming. The woman frantic as agents violently dragged the man out of the car. Was the child screaming? Or? He was crying. He was crying, and the mother was in a lot of distress. She was frantic. She was in distress. The Department of Homeland Security issuing a statement again saying this was a targeted arrest of a violent rioter who punched a CBP officer when Homeland Security investigations tried to arrest Christian Damian Sorino Camacho for the assault. He attempted to flee. He was ultimately arrested and taken into custody. And that arrest here in Boyle Heights creating a lot of chaos and fear. We saw somebody who was arrested who was not a target of the ICE officers. What are you doing here today? ¿Qué estás haciendo hoy aquí? A recoger a mi hermano para trabajar. En roofing. Sí. ICE was targeting his brother. They ran his information and they decided to arrest him. That is something that typically did not happen during the Biden administration. That brother that we arrested today, although we haven't caught him or he hasn't committed a crime, that doesn't mean that he can't potentially commit a crime. This is the Miramar sub-office. It's just your typical processing area. We'll see people in the line right here that are reporting it. We were able to see this phenomenon of people checking in with the agency and being arrested as a result. Soy una persona con toda mi familia aquí, ciudadano, no tengo delito, no tengo nada. Soy una persona de bien, trabajo en el aeropuerto. What's your name? What's your name? You don't have his name. You're not entitled to his name. No, go. Go. ID him. I work with the U.S. military back in my home country. Okay. I have all the documents. I didn't have a credible fear interview. I work with the U.S. military. I was interpreter. I work with the U.S. military. Do you have a warrant for his arrest? Yes, you do. Provide the warrant. Provide the warrant. I work with the U.S. military. Just tell to the... You can come with us, sir. Provide the warrant. You can come with us. You don't have a warrant. I work U.S. military back in my home country, Afghanistan. See, this is my situation. Can I see his warrant? Yes, I'll show it to you in the elevator. Or you can show it now and make sure it's the right person. Because I've seen you cuff the wrong people. Did you back up, please? Pretty embarrassing. But I say I
like more than 3 years. I worked with the U.S. military back in my home country. I came here Thank you for your service. to make a bit of life. I didn't know that it's going to happen like this for me. I never thought about this. I have all the evidence that I worked for the U.S. military, everything. I was an interpreter. I was in a very dangerous part of Afghanistan with the U.S. military. Right. So what is the problem? Your neighbors stand with you. Okay. You don't have their name, you don't have a warrant. And as the attorney for the government said, he's going to be put in expedited removal. And that's his reward for helping the United States of America. Alors, ces arrestations arbitraires mettent ces personnes qui n'ont pour la plupart rien fait de mal dans des centres de détention qui ne sont pas forcément adaptés à ce genre de situation ou adaptés au nombre de personnes qui se font rafler chaque jour. On a des centres de détention à Miami, dans le New Jersey, en Californie, dans l'Oregon. Ça, c'est 4 sites très importants, assez médiatisés de l'ICE, devant lesquels des personnes campent, des personnes essayent de comprendre où sont leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, et n'ont pas de réponse à l'heure actuelle. Cela fait donc des semaines que nous avons des personnes qui attendent des nouvelles de leurs proches, qui sont américains, nés sur le sol américain ou régularisés de façon totalement légale, qui ont un casier vierge et donc aucune raison d'être détenus. Alors, au vu de la loi, normalement, les conditions de détention, puisque c'est de ça qu'on va parler, on est censé pouvoir les connaître. C'est-à-dire qu'il y a une loi aux États-Unis qui permet à un maire, à un gouverneur, à un membre d'un parlement officiel américain de se rendre dans n'importe quelle prison pour en vérifier les conditions de détention. Là, on a des centres de détention qui sont inaccessibles. Si vous êtes avocat, ça va être très difficile d'entrer pour essayer de défendre les droits des personnes qui sont arrêtées et qui sont retenues dans ces camps de détention. Si vous êtes gouverneur ou maire, vous ne pouvez pas accéder, vous êtes bloqué physiquement par des agents de l'ICE et du FBI, alors que vous êtes légalement en droit d'entrer. Donc, qu'est-ce qu'on sait des conditions de détention à l'intérieur? Assez peu de choses. En général, on le sait de personnes qui ont pu en sortir, des quelques personnes qui ont pu en sortir et qui ont pu témoigner, ou encore des personnes qui sont actuellement sur place et qui arrivent quand même à communiquer avec leur famille. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment ils communiquent avec leur famille, un appel coûte 5 $. S'ils veulent appeler un avocat ou une famille, ça leur coûte 5 $. Ils sont rémunérés 1 $ par jour quand ils travaillent. Il leur faut donc travailler du lundi au vendredi, tous les jours, à raison d'1 $ par jour, pour pouvoir passer un appel. Car il y a un truc que je ne vous ai pas dit, ces centres de détention, ils sont privés. Donc ce système pénitentiaire permet de générer un revenu énorme de la part des prisonniers, tout en les traitant d'une façon qui n'est pas encore contrôlée. Mais du coup, quelles sont les conditions de détention, que vous soyez américain ou non? Eh bien, je vous propose d'écouter la femme d'un prisonnier, un prisonnier américain, qui témoignait devant le centre de détention de Newark, qui s'appelle le Deneley Hall. 3 unmarked cars pulled up to my house. My husband was going to work. As he was getting in his car, these masked and glassed people stopped my husband from getting into his, said you're under arrest. He asked for a warrant. They refused to provide any warrant. We are married. I'm an American, by the way. And he has legal working papers and a registered business with the IRS, nonetheless. We pay our taxes. We do everything by the law. They said, sorry, honey, your husband's time here is up. He overstayed his welcome. They provided no other details, no badge number, and no names. My husband is my only family. I'm an American born right here in the Bronx, New York. I've been married to my husband for 1 year and 3 months. My husband has a stepson who is currently wondering where daddy is. I have to break the news to him that the United States government has taken him. My husband has said to me on the phone, I can't believe the American government would do this. I entrusted them with my safety. I came here with a visa. I came in a legal port of entry. I am well documented and I haven't done anything wrong for them to put me here. Furthermore, he has said that the food quality is so terrible he barely eats.
From what I've heard from other people on visiting days, they say their loved ones have said the same thing. The conditions are terrible. It's filthy. In one unit, there's 50 men more. He said every day they're bringing people in and taking people out. No idea what's going on. This is really concerning for me because we were told by the current administration and the federal government that this was for American safety. Well, I'm an American here to tell you that I am now not safe, and I think plenty of people can agree with me who have immigrant husbands and family members. We don't feel safe. We don't know who's coming for us. And even in me making this press statement, I don't know who could be coming for me. And that's okay. Because anytime we have seen justice, anytime we have seen change, it is for the people who stood up and spoke out when no one else would. So I want to thank everybody for coming out, everybody for hearing our story. Somehow, one way or another, we will find a way to close Delaney Hall and bring justice to our loved ones, especially our loved ones who have done no wrong. Thank you everybody for listening to my story. I really appreciate it. Thank you. Donc avec cette ambiance, forcément, on a beaucoup de gens qui se placent devant les centres de détention, à la fois pour essayer d'avoir des nouvelles qu'ils n'obtiennent que très rarement, mais également pour essayer de lutter contre ça. Parce que comment on lutte contre ça? Évidemment, du côté légal, c'est parfaitement illégal. L'ICE ne peut pas arrêter quelqu'un sans mandat dans un lieu privé, et pourtant ils le font, que ce soit dans des écoles, dans des églises, dans des hôpitaux, dans des épiceries, dans des restaurants. On ne peut pas lutter non plus en trouvant ces agents puisqu'ils sont cagoulés et refusent de donner leur numéro de badge, et parfois on ne sait même pas s'ils sont de l'ICE, du département de la sécurité intérieure, de la sécurité nationale, de je ne sais quoi. En fait, on ne sait même pas de quelles initiales ils font partie, FBI, DHS, ICE, etc. Et les tribunaux et les avocats sont surchargés puisque, de toute façon, il y a tellement de prisonniers à défendre que les avocats, qui sont pour la plupart bénévoles, font tout ce qu'ils peuvent, mais eux-mêmes ont très peu accès à ces prisonniers. Donc comment on lutte contre ça? Eh bien, aux États-Unis, ils ont trouvé plusieurs manières. Déjà, la première, c'est d'être devant les centres de détention et de bloquer ces centres, essayer de limiter les actions de l'ICE de façon physique, comme on le voit sur ces images. Let's go. This is exactly what we don't want over here.
Pepper spray was deployed. Donc ces actions sont plutôt efficaces pour ralentir le travail de l'ICE, qui fait du coup un peu moins de rafles que ce qu'ils espèrent faire, puisque bien sûr on sait très bien que ce qu'ils visent c'est le chiffre, puisque Trump veut qu'il y ait le maximum de rafles par jour. On compte en plusieurs milliers par jour qu'il désire. Mais il y a aussi d'autres actions qui se mettent en place, notamment plus du côté des villes en elles-mêmes, un peu moins du côté des centres de détention, puisqu'on a par exemple des hotlines et des applis qui ont été développés pour que, par exemple, si vous voyez quelqu'un de l'ICE qui se pointe dans votre quartier, vous puissiez le rapporter à une hotline ou une appli pour deux raisons. Déjà, pour dire à tous ceux qui pourraient être concernés par une rafle, donc tous ceux qui ne sont pas blancs, parce que typiquement c'est ça les cibles, qu'ils restent chez eux, qu'ils se terrent chez eux, puisque de toute façon l'ICE ne peut pas entrer chez eux sans mandat, et l'ICE fait ses rafles sans mandat, mais aussi pour éviter le quartier, pour éviter bien sûr d'être raflé. Également, ça sert à documenter les choses. On a beaucoup de gens qui sortent les caméras à ce moment-là pour documenter tout ce que fait l'ICE au cas où il y ait des arrestations illégales, des actions illégales qui soient menées dans la rue, par exemple. On a des exemples très particuliers comme celui-ci. Oh, I'm looking passport. Hey, y'all man, come on the Bell PD. We're gonna put a report on this shit. Come on the Bell PD. Fuck that. He can't be teaching people like that. Hey, fuck that. Fuck that. Hey, fuck that. Fuck that. Fuck that. Hey. Hey, tell your homeboy to come down. Hey, you're a 60. Hey, bro, come on. No, hey, look at your buddy, bro. The fucking gun come down, bro. Watch it out. He's an American citizen, bro. Come on. Et puis il y a bien sûr les manifestations, ça c'est ce que vous avez vu à la télé, donc grossièrement c'est des gens qui se rassemblent devant les bâtiments fédéraux, devant les mairies, dans la rue, pour sensibiliser les gens sur ce qui est en train de se passer. Ça c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, puisque c'est la seule partie de toutes celles-là qui sont vraiment couvertes par les médias et donc qui sont diffusées dans les journaux télé et qui cristallisent un peu d'ailleurs l'opinion. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Vous voyez qu'on a quand même une résistance qui est bien établie, qui est très très bien organisée de la part des Américains. Beaucoup de personnes travaillent dans l'ombre, que ce soit des associations, des mairies, des États ou même des citoyens comme vous et moi, pour lutter contre ces dérives particulièrement atroces, particulièrement inhumaine. On peut citer encore un autre exemple de résistance. On a par exemple à Los Angeles beaucoup de personnes immigrées ou même légalement présentes sur le territoire qui ont peur de sortir de chez elles pour aller faire leurs courses ou peur d'envoyer leurs enfants à l'école, de peur d'avoir à subir une rafle. On a donc des mairies et des associations de défense des droits civiques qui font des courses et vont distribuer ces courses chez les personnes qui ont trop peur de sortir de chez elles, parce que sinon elles ne se nourrissent pas. Donc pour en revenir une dernière fois sur les centres de détention, avant de partir vraiment sur les manifestations, il faut savoir que les centres de détention ont déjà causé des morts, comme vous pouvez le voir dans cet article de The Latin Times, qui nous parle d'un détenu à la citoyenneté mexicaine qui est décédé en Géorgie et dont une enquête est en cours pour établir les faits et pourquoi il est mort en détention. On a évidemment aussi des questionnements sur les conditions de détention à Guantanamo, puisqu'on sait que notamment des prisonniers européens sont présents dans des centres de détention comme celui de Guantanamo, en attente d'expulsion peut-être. Le département de la sécurité intérieure juge Guantanamo comme un endroit transitoire entre l'arrestation et l'expulsion. Et puis, dans tous les cas, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos de personnes qui se font arrêter pour aucune raison, si ce n'est des raisons racistes.
Donc pour en revenir à la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les manifestations, il paraît qu'on aurait eu des émeutes à Los Angeles et du coup un couvre-feu qui aurait justifié l'envoi de la garde nationale puis des Marines par le président Trump. Alors ça aussi, c'est un très gros dossier puisque en effet, le week-end du 7 juin, on a eu des émeutes ou plutôt des dégradations assez importantes dans la ville de Los Angeles. On a eu le cas des fameuses voitures autonomes Waymo qui ont été brûlées. Alors bon, il y en a eu 2 ou 3, hein, et c'est pas vraiment un problème dans une ville qui compte quand même une superficie qui est quasiment la plus grande du monde. Mais également, on a eu bien sûr des cas de violence envers les personnes, envers les véhicules de police et de nombreuses, en général, dégradations. Alors, il faut savoir que ces dégradations, elles se sont vite arrêtées quand on a vu que cela ne faisait que encourager les camps trumpistes à redoubler d'efforts pour envenimer la situation. La violence de l'ICE engendre la violence émotionnelle de certaines personnes qui engendre une violence de la part du camp Trump qui donc envoie plus d'agents de l'ICE ou des gardes nationaux ou plus tard des Marines. On va y revenir. Donc cette violence s'est majoritairement arrêtée le dimanche 8 juin. Après ça, on n'a quasiment plus rien eu, mais ça n'a pas empêché Trump d'envoyer la garde nationale de Californie dans Los Angeles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la garde nationale n'obéit normalement pas au président des États-Unis, sauf s'il signe ce qu'on appelle l'Insurrection Act, qui est donc un document qui spécifie que, bon, il y a un acte d'insurrection, je prends le contrôle de l'armée, j'envoie l'armée sur le territoire national. En dehors de ça, la garde nationale de Californie est sous les ordres du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, là en l'occurrence, et c'est lui qui doit, en temps normal, décider si on envoie la garde nationale ou pas. Ça peut être pour des catastrophes naturelles, ça peut être pour des émeutes, ça peut être pour plein de choses. Donc ce qu'a fait Trump dès le début de la semaine dernière, c'est envoyer 2000 gardes nationaux sur l'entièreté de la ville de Los Angeles pour protéger les bâtiments fédéraux. Il l'a fait sans signer l'Insurrection Act, ce qui rend donc cette décision illégale. Quand vous donnez un ordre illégal aux militaires aux États-Unis, ils ne sont pas tenus d'y obéir. Que ce soit le responsable de la garde nationale ou le soldat, ils peuvent, à leur niveau, dire « c'est un ordre illégal, je n'ai pas à le suivre ». Ça n'a pas empêché la garde nationale de se déployer comme convenu sur les bâtiments fédéraux et de jouer les poteaux humains, la barrière humaine, devant les entrées des bâtiments fédéraux. Ils n'ont à aucun moment fait de l'autorité, du maintien de l'ordre dans les rues de Los Angeles. À aucun moment, que ce soit aujourd'hui quand on enregistre ou depuis leur arrivée. Malgré ça, vous connaissez Trump et ses fameuses fake news. Il a dit que dès l'arrivée des gardes nationaux, le retour au calme est arrivé puisque les gardes nationaux ont réussi à protéger l'entièreté de la ville de Los Angeles, ce qui est évidemment faux. La garde nationale n'a procédé à absolument aucune arrestation à ce moment-là. Malgré ça, les manifestations pacifiques ont continué de midi à minuit toute la semaine et étaient tellement pacifiques que de lundi à vendredi, sur l'entièreté de l'agglomération de Los Angeles, nous avons eu un total de 1 voiture brûlée par les manifestations. Pour tout de même éviter une escalade en envoyant plus de gardes nationaux ou des Marines par Trump, eh bien, la maire de Los Angeles, qui s'appelle Karen Bass, et qui est démocrate, a décrété un couvre-feu sur une toute petite partie de Los Angeles de 20h à 6h. Et quand je dis une toute petite partie de Los Angeles, c'est une toute petite partie de Los Angeles, puisque cela concerne quelques rues. Cela concerne en fait 0,2% de l'entièreté de la ville de Los Angeles. Le couvre-feu a été globalement respecté et évidemment tout le monde se préparait plutôt pour la manif de No Kings, dont on parlera après, qui était prévenu le samedi. Donc ça manifestait de midi à minuit chaque jour, mais dans le calme, sans violence, sans haine, le tout vraiment très pacifiquement pour montrer que au moins les gens étaient là. Et il y avait beaucoup de monde tous les jours de la semaine, de midi à minuit, devant les bâtiments fédéraux. Évidemment, les manifestations n'avaient pas lieu que dans les centres-villes, elles avaient également lieu devant tous les centres de détention aux États-Unis, notamment à Portland, en Oregon, où chaque jour, les agents de l'ICE et du FBI avaient des manières, disons, un peu fortes de garder le maintien de l'ordre devant le centre de détention, que ce soit en forçant avec leur véhicule pour manquer d'écraser les manifestants, ou en leur lançant des gaz, que ce soit lacrymogènes, fumigènes ou autres, ou même en tirant des sortes de flashballs
en visant la tête. Alors ce samedi était prévue la manifestation No Kings, donc pas de roi, qui n'était pas une manifestation uniquement américaine, puisque des manifestations étaient également prévues à Paris, à Barcelone, à Lyon et dans d'autres villes, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. Le tout était vraiment une manifestation contre l'autoritarisme, contre le fascisme. C'était grosso modo une énorme manif Antifa. Et forcément, le vendredi, tous les maires et tous les responsables de police des États-Unis étaient un peu tendus. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de la violence dans leur ville pendant les manifestations. Ils ne voulaient pas donner du grain à moudre à Donald Trump, en tout cas pour les maires démocrates. Et pour les maires républicains et les responsables de la police, disons que l'ambiance était tout autre. And if it's peaceful, us in law enforcement are going to make sure you have a safe environment to do it in. That's part of that process. If you let it turn violent, whoo, you do not want to do that in Brevard County. I'm going to tell you that, and I believe I can speak for my fellow sheriffs around the rest of the state. You don't want to let it happen. And just so there's no confusion, because I don't want to hear any whining later saying we didn't know, I'm going to break it down for you, all right? If you resist lawful orders, you're going to jail. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead. We're not going to play. Donc l'événement No Kings a été extrêmement pacifique. Cela avait pourtant très mal commencé puisque le vendredi soir, on avait eu l'assassinat d'une députée américaine au Minnesota et une tentative d'assassinat sur un autre député américain au Minnesota, à savoir la députée américaine et son mari ont été tués et le député américain et sa femme ont été très gravement blessés. Donc ça faisait monter les tensions au matin du samedi, au matin de la marche. En plus de ça, la veille, on avait eu l'arrestation de Alex Padilla, qui est un sénateur américain, donc pas n'importe qui. Il s'était pointé de façon tout à fait normale et légale dans une conférence de presse à Los Angeles, une conférence de presse menée par la secrétaire de la sécurité du territoire, la DHS, parce qu'en fait, il avait juste du mal à la joindre en tant que sénateur. Il avait du mal à la joindre depuis plusieurs jours. Il avait des questions à lui poser. Il s'est levé, a posé une question et a été immédiatement attrapé, sorti de la salle, plaqué au sol et menotté. Et menotter un sénateur américain pour aucune raison, si ce n'est l'empêcher de poser une question, ça pose des questions. Donc ça, c'est le contexte dans lequel était lancée la marche de samedi, la marche No Kings, partout aux États-Unis. En plus de ça, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, on a le droit de porter des armes, mais également que les Trumpistes sont particulièrement intéressés pour parasiter des manifestations. Et c'est ce qu'on a pu voir samedi, puisque on a vu en direct des manifestants trumpistes s'incruster dans les manifestations, avec même des fusils d'assaut pour contrebalancer les manifestations, pour insulter les manifestants, pour les provoquer à la violence. Ils ont même parfois mis la main sur leurs armes, comme s'ils allaient s'en servir. Et je dis même que c'est allé jusque-là, mais en fait c'est allé encore plus loin, puisque à Salt Lake City, on a eu une fusillade qui a fait un mort. On a également été témoin, que ce soit par les street reporters ou par les médias internationaux, le peu en tout cas qui étaient présents sur place, que les manifestations, notamment à Los Angeles, ont dégénéré à cause d'une escalade de violence de la police, qui a décidé par elle-même qu'il était temps de mettre fin à tout ça, a fait ce qu'on appelle un ordre de dispersion, qui n'a pas été entendu, puisque quand vous avez des kilomètres de personnes, forcément, si vous êtes avec votre petit mégaphone à l'avant, personne ne vous entend, à part les gens qui sont au premier ou deuxième rang, parce que ça crie partout, etc. Donc la plupart des gens n'ont pas entendu cet ordre de dispersion, et quand l'assaut a été donné, eh bien évidemment, on a vu des policiers piétiner des manifestants avec leurs chevaux, on a vu des tirs de flashbang à bout portant, et y compris sur des journalistes clairement identifiés
et en visant la tête. On a eu des personnes qui ont reçu donc des flashballs dans la tête. Did they give a dispersal order? No. You believe so? Because we don't see that anywhere. They usually give an Amber Alert. We have not received one. They're going to I'm not telling you what to do. National Guard's coming in. National Guard's coming in. National Guard. Okay. Okay. They're gonna... Run. Oh God, and they're running into a bigger crowd. Oh fuck. Peaceful protest! Peaceful protest! Yeah, I can't see though. Oh, I got it. It's Eric. I got your stuff. I cannot see. Come on. Thank you so much. I got your stuff. Let's go. Shit. Oh, I don't care. I don't care about that. Okay. Come on, we gotta get out of here. It's just gonna spread. Oh my God. Oh shit. I see something. How do we get under? Oh my God. Come on. À Portland, dans l'Oregon, on a eu une personne qui a été gravement blessée à l'œil. Il était infirmier. Il était juste devant le centre de détention. Et tout ça est parti en complète sucette à Los Angeles, au point où le LAPD, donc la police de la ville, et le shérif, donc la police du comté, s'étaient mis à se tirer dessus mutuellement, sans faire exprès, et que les blessures des agents sont dues à ça, en fait. Alors, le shérif de Los Angeles a quand même dit qu'ils ont agi violemment en réponse à des jets de cocktails Molotov, de pierres et de bouteilles, ce qui a été absolument démenti par tous les journalistes présents sur place. On n'a aucune image de la moindre violence envers les policiers, si ce n'est de la violence défensive des manifestants face à des attaques majoritairement injustifiées. Par exemple, comment vous justifiez ce genre d'image ? He broke his ankle. What happened? You put get the good one first, maybe. Yeah. Just hold on to that shit. Okay. Just get the one smooth. There you go. There you go. Got you. Leave the area. Slow it down. Leave the area! Push him out of the way! Move! Move! Get out here! Can you get in your car? Et donc on a eu cette situation hallucinante où l'ordre de dispersion a été donné à 15 h avec les premiers assauts et qu'on a eu des manifestants encerclés, nassés, dans des rues qui étaient soumises au couvre-feu à 20 h. Et en fait, entre 15 h et 20 h, ces manifestants étaient bloqués par le LAPD et le shérif. Et quand 20 h est arrivé, magie, on resserre les rangs et on arrête tout le monde pour violation du couvre-feu. You told me you got caught up in the tear gas as well. Describe what happened to you.
Oh, just tasted a little tear gas. Tasted like fascism. Alors, ça met la maire de Los Angeles un peu en porte-à-faux, parce que la maire de Los Angeles est pour les manifestations. Elle est du côté des manifestants. Elle a participé à nombre de rassemblements et de conférences de presse avec les associations de défense de droits civiques, avec les autres maires des alentours de l'agglomération de Los Angeles pour apporter leur soutien aux manifestations pacifiques. Et d'un autre côté, elle ne peut pas montrer qu'elle ne fait rien ou qu'elle protège les manifestants face à la garde nationale ou même aux Marines qui ont été déployés. Enfin, situation incroyable, des Marines qui sont déployés sur le sol américain et qui arrêtent des gens sur le sol américain. Donc elle a un peu le cul entre deux chaises. Elle doit tenir face à Trump et montrer que Los Angeles fait quelque chose contre les violences et en même temps être avec les manifestants. Et en plus de ça, elle est censée être la chef de la police de Los Angeles, sauf que en dessous d'elle, il y a le chef de la police de Los Angeles qui, lui, a l'air de vouloir en découdre. Clairement de vouloir en découdre, comme le montrent ces images. I want to reiterate, this looks very intimidating. This has remained 100% peaceful as far as I have seen. We are not criminals. Whoa, let's go. Peaceful protest. We're not doing nothing wrong. We have the freedom of speech. Go. You want to be careful, okay? You take care of yourself. Obviously, people are unhappy, Ari. People don't want to see horses trampling. Let's go, guys. Let's go. Hey, Ari, we're okay. We're going to keep going. Stay with us if you can. JD, want to move a little faster back. They're pushing people with horses, which obviously gets people freaked. Jacob, you're and on again, I camera, haven't but seen, do what you need to go do. ahead, Ari. You're on camera, but take your time and space. Whoa. Let's go. Oh, shit. Let's go. Whoa. We're good, Ari. We're good. Keep going. It's David, Chris, but what you have behind me is Temple and Main Street. Los Angeles County Sheriff's Department are deploying CS gas, tear gas, pepper spray, and flashbang grenades in large numbers. They have mounted units pushing directly up against protesters. I want to show you, but over here is the remnants of the peaceful protest that happened earlier today on the other side of Main Street, right next to City Hall, which is where the march started this morning. I don't know if you can hear me okay. I'm wearing my gas mask because I'm literally surrounded by the chemical agents that those guys, the county sheriff's department, the LA County sheriffs, have been deploying against this crowd. The point I want to make, flashbangs. The point I want to make very clear, Chris, is that obviously I'm only one person. I can't account for the actions of every protester, but every single gathering that I saw today was 100% peaceful. I didn't see anybody throw anything. I saw some people antagonizing the Marines and the National Guard, and that's about the extent of it. Nevertheless, and I've been here all week, Chris, and local law enforcement, LAPD, county sheriffs, and state police, CHP, California Highway Patrol, have been responding to these peaceful gatherings with overwhelming numbers. Tremendous more. I've covered protests in the U.S. and abroad for years, and I've never seen the ratio of police to protesters that I've seen in recent days. Alors pour ce qui est des autres manifestations qui se comptent en millions de manifestants, on peut noter une énorme participation au Texas, un État connu pour son racisme, où on a eu des rues littéralement remplies de manifestants et tout s'est plutôt bien passé. Et même toute la semaine, quand ils se réunissaient par exemple à San Antonio, à Dallas, à Austin, à Houston, ces 4 plus grandes villes de l'État où tout s'est plutôt bien passé. On peut noter également à Seattle que le chef de la police de la ville avait prévenu qu'il n'aiderait en aucun cas l'ICE à faire des rafles dans sa ville, que c'était contraire à ce pourquoi il s'était engagé dans la police et qu'il s'engageait à défendre les manifestations pacifiques qui se passeraient dans sa ville. Preuve en est, on a eu plus de 70 000 personnes, en tout cas avec le chiffre minimum, c'est ce que dit le Capitol Hill Seattle blog, et qu'on a eu 0 arrestation ce jour-là. Et on peut également noter qu'on a eu une énorme participation au Minnesota, malgré l'assassinat de la députée le matin même et la tentative d'assassinat sur un autre député. Alors, Trump, il se sent pas bien depuis quelque temps, puisqu'il a remarqué que des millions de personnes sont descendues dans la rue de tous les États-Unis, voire même plus d'1 million de personnes dans certaines villes, pour lutter contre
ses politiques à lui, alors que de son côté, le même jour que la marche, il avait organisé pour son anniversaire, et un peu aussi vite fait pour l'anniversaire des 250 ans de l'US Army, une parade militaire qu'il voulait tant depuis plusieurs années, puisqu'il avait désiré ça depuis qu'il avait vu le défilé du 14 juillet à Paris, en France. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait absolument personne à son défilé à Washington, alors que dans cette même ville, il y avait une dizaine de rassemblements tout autour du centre-ville, où il y avait clairement plus de monde contre sa politique. Alors évidemment, sa réaction, elle n'allait pas être de dire « je vous ai compris, je retire tout ce que j'ai fait avec l'ICE, et puis on repart sur des basses scènes ». Non, pas du tout. Évidemment, vous connaissez Trump. Quelle a été sa réponse? On fait plus de rafles. Beaucoup plus de rafles. Évidemment, les villes les plus visées sont les villes sanctuaires et les villes démocrates. Les villes sanctuaires, c'est des villes qui sont historiquement connues pour accueillir et faire participer l'immigration à l'économie locale, puisque, par exemple, la Californie, grâce à l'immigration, est une des plus grandes puissances financières au monde, la Californie seule, et ça vise également des villes démocrates, parce que c'est des villes démocrates, voilà, surtout ça. Et bien sûr, le but au final, c'est d'étendre tout ça au pays entier. Forcément, il a commencé par Los Angeles étant la plus grande ville sanctuaire des États-Unis, et historiquement connue pour son immigration, on va dire, facilitée. Et comme le dit la maire Karen Bass, le but, c'est de faire une sorte de laboratoire d'essai. C'est-à-dire, on regarde comment ça se passe avec Los Angeles, sachant que c'est le cas le plus courant d'immigration. Et puis ensuite, on étend ça sur tout le reste du territoire. Dans le même temps, évidemment, ça se fout sur la gueule côté politique. On a à la Chambre des représentants les parlementaires démocrates et les parlementaires républicains qui se renvoient la balle, qui se renvoient les accusations en disant « Non, c'est vous qui n'êtes pas bien à favoriser l'immigration. Non, c'est vous qui n'êtes pas bien avec vos actions illégales. » Je vous propose un petit extrait. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Did you know the Nazis killed 6 million Jews during the Holocaust? Yes, I believe that's historic. Okay, would you agree the Holocaust is the most horrific atrocity in human history? Yes or no? I think the Holocaust ranks amongst them, yes. Did you know the Nazi Gestapo imprisoned, tortured, and murdered Jews by the hundreds of thousands and committed genocide against the Jews? Did you know that? I do know they operated as secret. Did you know ICE has done none of that? Yes or no? Operated as a secret police force? No, that's not the question. Did you know that ICE has not committed genocide against anyone? Yes, I do know that. Okay. Do you apologize for your disgusting comparison of ICE to the Gestapo, who killed hundreds of thousands of Jews during the Holocaust? As a history teacher. Yes or no is the question. A historical comparison. You're a governor. You understand what the question is. It's yes or no. Will you apologize for what you said about ICE, comparing them to Gestapo? To identify who they are when they operate, to not use unmarked. Okay, so are you calling for ICE agents to be brought to a tribunal under the threat of death by comparing them to the Gestapo? Everyone is afforded due process. What don't you understand about yes or no? Like, what can't you comprehend about yes or no questions? Are you still friends with school shooters? I have never been a friend with a school shooter. Didn't you say you were friends with school shooters on the debate stage? Oh, Congresswoman. Is bullying okay? Is bullying okay as a teacher? Is bullying okay, yes or no? Is it okay to bully somebody? I think yes there's or a no? time to push back at a bully. So yes, I do think there's a time. So you think it's okay to bully others? I think it's okay to bully the bully at times. Well, you're showing that the Democrat Party is a party of violence. Were you at Tiananmen Square? Have I been to Tiananmen Square? I have. Were you at Tiananmen Square? I have been at Tiananmen Square. When were you there? Oh, as I recall, January of 1990. Okay. What is a woman? What is a woman is the question. I'm not sure I understand the question here. Well, that. What do you want me to say? This is. I want you to say that a woman like me is an adult human female, that men can't become women. You guys are the party of violence, and you're the party erasing women. You don't respect us. You're a bigot. You're a misogynist. You're a sexist. Mr. Chairman, I yield back. Governor Walz, I just have to say, I know you're getting a lot of grief from the majority here, but, you know, we are talking about individuals
who have cheered on an individual who issued a Nazi salute from behind the presidential seal of the United States of America, who have cheered on the pardoning of individuals who attacked the United States Capitol and flew a Nazi flag and the flag of the Confederacy, traitors to the United States, sworn enemies of the United States of America, through the capital of this nation. And now they want to act offended because someone has the courage to say, if it walks like a duck and it talks like a duck, maybe it's a duck. It's her staff, DHS federal There's a privilege of the majority, and that means we're in charge. Can't follow the rules. Shut up. Just shut up. No, you don't. No, you're not going to tell me to shut up. How do you get him in order? He's been arrested as a former Antifa member, right? Back to order, Ms. Green. Go. He's a former Antifa member, Mr. Chairman. You got it. Surprise. Who's a former Antifa member? Me? Yeah, you. I asked that these words be taken down. I see right now there's a lot of back and forth and finger pointing, but the fact is that there is a financial tie to these riots, tied to immigration, that actually leads right back to the Communist Chinese Party. Alors pourquoi tout ça, ça nous regarde? Pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi il faut s'y intéresser? Eh bien tout simplement parce que si vous regardez l'exemple français, on a les mêmes discours que ce que Trump a chez nous déjà aujourd'hui. Geoffroy Lejeune, sur ce qui se passe aux États-Unis, ça pourrait préfigurer ce qui pourrait se passer chez nous si on tentait un jour une politique migratoire très ferme, d'expulsion très ferme. C'est toujours le cas. On dit, je crois que la règle dit qu'on a 10 ans de décalage avec les États-Unis, mais que ce qui leur arrive nous arrive. Donc, on a les mêmes problématiques en Europe et en France, évidemment. Bien sûr, on n'y apporte pas les mêmes réponses, parce que là, effectivement, ça déménage depuis 48 heures. Il est là depuis 2 jours, donc moi je veux bien qu'on dise ça suffit pas. Il est là depuis 48 heures. Je dis, il va falloir des résultats. Parce qu'à un moment, c'est bien d'annoncer, c'est bien de faire. Il a tiré les leçons de l'opposition du Deep State qui lui a été faite pendant son premier mandat, qu'il avait rendu un peu impuissant sur certains sujets, pour travailler différemment. Le Deep State, c'est l'État profond qui a détricoté tout ça. L'État profond qui s'opposait à ces décisions, et notamment sur le plan judiciaire ou même de l'administration. La question, c'est si un gouvernement proche idéologiquement de Donald Trump arrivait en France, donc c'est-à-dire par exemple quelqu'un comme Marine Le Pen ou Jordan Bardella mettait en place une politique migratoire, on aurait de telles images. Mais moi je pense que ça n'attend même pas le vote de la moindre loi. 41% des Français sont favorables à avoir un homme fort qui ne se soucie ni du Parlement, c'est un régime autoritaire, ni des élections. Ça s'appelle un régime autoritaire. Voilà. Oui, les mecs, il y a tout à revoir. Parce que je vais vous dire, il ne faut pas mettre tant d'espoir que ça dans 2027. Hein. Je vais vous dire, les mecs à gauche resteront toujours à gauche, les juges seront toujours à gauche. Ils veulent jouer aux résistants. Exactement. Ils veulent jouer aux Jean Moulin au cas où. En carton-pâte. Bah oui. Donc, bien sûr. Vous voulez un nouvel exemple de contre-pouvoir? Alors évidemment, le Conseil constitutionnel, on a tout le temps des contre-pouvoirs qui freinent l'action aussi des ministres régaliens qui veulent aller un peu plus à droite. L'auditrice qui nous écoute tous les jours, qui est formidable, qui nous dit ce qui ferait bouger les lignes pour les juges, c'est dégommer le syndicat de la magistrature. Ça discute trop. C'est encore, il y a des associations qui vont s'en mêler, et t'as des agas qui vont s'en mêler, et t'as un truc. Écoute-moi bien, le mec, il a commis un délit, terminé, on le voit plus. On le voit plus pendant au moins 10 ans. Il va comprendre, il va être hors de la société. Oui. Bien évidemment, la République, c'est évident, a du mal à intégrer, à assimiler, à loger, à éduquer, parfois effectivement à expulser. Et puis parfois à être confronté avec une culture, des mœurs qui entrent en conflit, pourquoi pas, avec la société française. Le souci, c'est les Français comme vous et moi, monsieur le ministre, qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont parfois pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes et qui sont en rupture avec notre modèle. C'est ça le problème de la société française. Ce ne sont pas les étrangers, c'est ceux qui sont nés sur le sol de France. Et lorsque ces règles personnelles ou religieuses, parfois idéologiques, l'emportent sur la communauté nationale. Et ça vaut pour les wokistes comme pour les islamistes. Les wokistes, ils tuent pas. Hein. Écoutez, vous savez, tout ce qui ressemble à l'idéologie qui consiste à penser qu'on est dans le camp du bien, c'est en général très mortifère. C'est en train de changer. Et le camp du bien, aujourd'hui, et on l'a vu avec Trump, il est attaqué, précisément. Donc vous avez des hommes politiques, comme par hasard, pas toujours les plus courageux, mais ils ont compris que le rapport de force change
et qui peuvent dire aujourd'hui ce qu'ils ne disaient pas avant. Je fais juste une parenthèse avec cette question parfois dérangeante, et ce n'est pas tant moi qui la pose que ce que j'entends parfois dans l'opinion publique. Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes? Pourquoi les criminels les plus dangereux, on ne les met pas dans un endroit où ils seront alors complètement à l'écart du reste de la société, avec cette menace sur eux, parce qu'évidemment la vie devient quand même un peu plus compliquée, et cette menace peut être dissuasive. Je précise que cette question, je ne la prends pas tant à mon compte que de rapporter ce que j'entends ici ou là. Premier effet dissuasif, vous êtes amené à choisir. Première étape, soit vous rentrez chez vous, soit c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas la France, c'est fini, pas la métropole. 146 jours de pluie, vous dites, et de neige. Oui, parce que c'est à côté des côtes canadiennes. 5 degrés. Oui, tout au long de l'année. Il fait froid. Mais au Salvador, par exemple, c'est la barbarie. Totalement d'accord. Le dirigeant du... Pour vous. Entendre, ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire, on va se fâcher. Pourquoi? Alors essayons. Écoute, on fait un test. Parce qu'on fait rien là. On essaye et on voit les résultats. On en a d'autres qui disent qu'il faut faire ce qu'on appelle de la remigration, qui est en fait un nouveau mot, mais qui est tout à fait dans la définition la même chose que le terme déportation, qui est d'ailleurs utilisé par Donald Trump sans aucun complexe. Et tout ça, ça nous pend au nez. On a déjà l'extrême droite française qui prend des notes sur ce que fait Trump, sur comment ça marche, sur quelles sont ses stratégies de communication pour faire passer la pilule, quelles sont ses stratégies de désinformation pour inventer du crime là où il n'y en a pas forcément, pour décrire des profils de personnes qui n'ont réellement pas ce profil, pour masquer des problèmes comme les conditions de détention. L'extrême droite française prend des notes actuellement de ce que fait l'extrême droite américaine. Là, c'est la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que cela se reproduise chez nous? Alors, moi, j'ai un naturel pessimiste. Si vous voulez mon avis, c'est grillé, ça se reproduira forcément chez nous une fois, c'est sûr. Et on n'a pas la même population, on n'a pas la même communauté, on n'a pas le même sentiment d'attachement à des gens qui ne viennent pas du même endroit que nous. Vous voyez, on serait beaucoup moins, si vous voulez mon avis, en défense de l'immigration que peuvent l'être les Américains à Los Angeles, à New York, à Chicago, à Détroit, Atlanta, Austin, etc., etc., etc. Donc, moi, je vois moins un peuple français résister autant que le font les Américains avec une organisation incroyable. Et justement, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne des notes, qu'on apprenne de ce que font les Américains en ce moment, de comment eux résistent à ces dérives autoritaires, à ces dérives fascistes. Le mot est posé, puisqu'il se fait en dehors de toute légalité, en dehors de ce que dit la Constitution américaine, en dehors des droits humains et en dehors de tout contrôle, en dehors de la justice, en dehors de tout contrôle, qu'il soit judiciaire, policier, puisque même la police ne peut pas agir, et même au sein du pouvoir même, puisque les maires, les gouverneurs démocrates qui veulent contrôler ne peuvent pas contrôler ce que fait l'administration Trump. Donc, prenons des notes. Prenons des notes de ce qu'il se passe, parce que quand ça arrivera chez nous, il faudra que nous aussi, on mette des hotlines en place, que nous aussi, on comprenne ce qu'il se passe quand les gens se font arrêter, où ils vont, et qu'on ne reste pas les bras croisés à juste regarder ce qui se passe en nous disant, de toute façon, nous, on ne sera pas concernés par ces arrestations. Parce que, ok, peut-être que vous ne serez pas concernés par les premières arrestations, mais après, ils vont peut-être étendre, puis encore étendre, puis encore étendre. Et c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est qu'ils vont d'abord ratisser un petit peu, puis il faudra faire du chiffre. Donc ils vont ratisser plus large, puis ils vont ratisser plus large, et encore plus large, et encore plus large, etc., etc. Et je vous laisserai avec peut-être quelque chose qui peut être assimilé comme un point Godwin, mais qui est néanmoins absolument vrai. C'est une citation de l'historien Jan Kershaw, qui disait « La route de Auschwitz a été construite par la haine et pavée par l'indifférence. »
what they told ya. Tonight, do what they told ya. Tonight, do what they told ya. Tonight, do what they told ya.